C'est quoi ce poisson noir qui dort là, devant? C'est un requin nourrice. Un requin? Ça? Et pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce qu'il dort. Comme il chasse la nuit, il se repose le jour, sur le fond ou dans des grottes. T'es fou, Adi! Tu l'as réveillé? Ne t'inquiète pas, Whoops. Il n'est pas dangereux pour l'homme. Mais si on l'appelle requin nourrice, c'est peut-être parce qu'il se nourrit beaucoup? C'est vrai qu'il mange beaucoup, mais surtout des crabes, des homards, des pieuvres ou des oursins. Il vit dans les eaux peu profondes, en bordure de l'Afrique et de l'Amérique. Ok! Regarde, il nage super vite! Il a des muscles très puissants et nage en faisant onduler sa queue, un peu comme une anguille. Peut-être que je pourrais faire la course avec lui? Je ne crois pas. Ces requins sont tellement rapides qu'ils peuvent nager jusqu'à 40 km/h. Tu as raison, je gagnerai trop facilement. C'était une blague. Tu vois ce petit poisson qui nage aussi vite que le requin? C'est un bébé requin? Non, c'est un rémora. Il s'accroche de temps en temps au requin pour le nettoyer en picorant sa peau. Mais le requin ne va pas manger le rémora? Non, parce que le rémora lui rend service. En échange, le requin lui laisse quelques restes de ses repas. Moi, je suis pas sûr qu'il restera grand-chose à manger. Regarde-moi ces goinfres. Tu sais qu'un requin peut avoir jusqu'à 3000 dents, disposées sur plusieurs rangées? C'est bien ce que je pensais. Avec 3000 dents, il restera rien. D'ailleurs, si moi j'avais 3000 dents, je pourrais croquer 1000 fois plus de cookies en même temps, non? Ouais. Regarde ce requin nourrice. On dirait qu'il a des petites moustaches. Ce sont des barbillons qui lui permettent de sentir les proies cachées sous le sable. Ensuite, il n'a plus qu'à plaquer sa gueule sur le fond et à aspirer sa victime d'un coup. Ah ouais? Ah, c'est rigolo ça. Regarde, Whoops! Celui-là, c'est un requin aussi. Il existe une grande différence de forme entre un requin classique avec son grand aileron au milieu et le requin nourrice, plus allongé avec ses deux nageoires souples sur le dos. Et il fait quelle longueur ce requin nourrice alors? Certains requins nourrices mesurent jusqu'à 4 mètres de long, la taille d'une voiture. Bon, alors je sais ce qu'il me reste à faire pour grandir et devenir aussi grand que lui. Je crois que je devine. Un cookie et un verre de lait. À la prochaine fois, les habitants de la planète bleue. C'est quoi un requin nourrice? Le requin nourrice a une forme allongée et possède 2 nageoires sur le dos. Il chasse surtout la nuit et n'est pas très dangereux pour l'homme. Oh, je sens que ça va bientôt être l'heure de ta sieste. Je vais faire comme les poissons. Je ne fermerai pas l'œil. Les poissons dorment aussi, tu sais. Hein? T'as déjà vu un poisson fermer l'œil pour dormir? Les poissons n'ont pas de paupières, donc ils ne peuvent pas fermer les yeux. Mais ça ne les empêche pas de dormir. Ah bah ouais. On dirait qu'il dort, celui-là. Pour rester sans bouger et sans dormir, les poissons utilisent une vessie natatoire. Ils gonflent cette vessie en avalant de l'air à la surface, juste assez pour atteindre la profondeur qui leur convient et se stabiliser. Tiens, on dirait qu'il cherche son lit, celui-là. S'il veut changer sa position et descendre un peu plus profondément, il lui suffit alors de relâcher un peu d'air. Et ils n'ont pas trouvé plus simple? Pour dormir, certains poissons glissent entre les galets, se cachent dans les algues ou bien s'enfouissent dans le sable, comme la raie par exemple. Ah,
Ben voilà, au moins ça lui fait une couverture. Comme ça, l'arrêt est tranquille. Il y en a d'autres qui emportent leur lit avec eux, comme le Bernard l'ermite, qui n'a plus qu'à se recroqueviller à l'intérieur pour s'endormir. Et la tortue, elle aussi, elle peut dormir dans sa carapace. Tout à fait. Mais sais-tu qu'il existe un poisson qui se construit un lit tous les soirs? Ah bon? C'est le poisson perroquet. Il se fabrique son propre sac de couchage grâce à une substance qu'il sécrète et qui devient solide au contact de l'eau. Ben, je ne vois rien. Regarde mieux. C'est une bulle presque transparente qui l'entoure et le protège contre les prédateurs. Adi, ça me donne une idée. J'ai trouvé un super truc pour dormir dans une bulle, moi aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit très confortable. Oh, ah bah non alors. Oh, c'est pas juste. Mais enfin, Whoops, tu n'es pas un poisson. Oui, je suis un mammifère libre. Et d'abord, je veux pas dormir parce que je suis pas fatigué. Est-ce que tu sais que les mammifères marins ont un sommeil encore différent? Qu'est-ce que tu racontes? Il est en train de nager ce dauphin, pas de dormir. Erreur. Il est difficile de voir la différence, mais en fait, il dort. Adi, sois sérieux. Je t'assure qu'il est en train de nager. Regarde. Le cerveau du dauphin a 2 hémisphères. Alors, le dauphin dort avec une moitié du cerveau, pendant que l'autre moitié reste en éveil, ce qui lui permet de nager et de respirer. Mais alors, ça veut dire que je pourrais peut-être dormir à moitié et manger en même temps? Tu peux essayer. Chut, il va bientôt rêver de crème caramel. À bientôt les terriens et faites de beaux rêves. Comment dorment les poissons? Chaque espèce de poisson a sa propre méthode pour avoir un endroit tranquille où dormir. Alors que les mammifères marins comme le dauphin ne dorment qu'à moitié pour continuer à nager et respirer. Oh, regarde, Adi, une petite pieuvre. Pour être plus précis, il s'agit d'un poulpe. On les appelle comme ça dans la mer Méditerranée. Waouh, il a une tête énorme. Il doit être super intelligent, non? Oui, il est assez malin. Et en fait, il n'a qu'une tête et des bras? Oui, il a 8 longs tentacules, garnis chacun de 2 rangées de ventouses. Moi aussi je suis équipé. Regarde un peu. Et tu crois que tu sauras les utiliser aussi bien qu'un poulpe, Whoops? Appelle-moi Wulp, s'il te plaît. Je maîtrise parfaitement la marche avec des ventouses. Alors? Rien. Je me demande juste comment on fait un poulpe quand il a une urgence. Eh bien, il est capable d'utiliser ses tentacules pour bouger, ou encore pour nager plus vite. Et elles ne peuvent pas servir à autre chose, ces ventouses? Si, pour manger aussi. Ah, Le poulpe est un carnivore. Il attrape des petits crustacés avec ses ventouses avant de les amener à sa bouche. ça m'intéresse beaucoup, ça. Mon petit doigt me dit que tu vas vouloir essayer de jouer au Wulp dans la cuisine. Excellente idée, allons-y. C'est parti! J'ai sorti la glace, Whoops! Dépêche-toi, sinon ça va fondre! Attends-moi, ne mange pas tout. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Dis donc, pourquoi on en voit si peu des poulpes? Tu ne les vois pas parce qu'ils sont camouflés. Leur peau change de couleur pour se confondre avec celle du sable ou des rochers. Non, je ne l'avais même pas vu. Normal, le poulpe adore se cacher.
En général, il ne sort de son repère que lorsque le soleil se couche, pour aller chasser. Oh là là! Mais moi, je ne pourrais jamais attendre aussi longtemps. J'aurais trop faim. Bah alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand il a peur, le poulpe lâche un petit jet d'encre avant d'aller se cacher. Bah, pouah! C'est dégoûtant. Non, ça lui permet de partir sans être vu. Ah, oui, oui, oui. C'est très malin. Continue, hein. Je t'écoute. Et toi, tu crois que je ne te vois pas en train de t'enfuir, peut-être? Non, mais c'est juste que j'allais vérifier si on avait bien rangé la glace. Parce que si elle fond, autant la finir, hein? Bon, allez, à la prochaine, les terriens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poulpe? C'est une petite pieuvre avec 8 tentacules et 2 rangées de ventouses qui lui permettent de se déplacer et d'attraper ses proies. Ouah! Ah, je t'ai surpris, hein? Ah, je t'ai surpris. Rentre-toi. T'as aucune chance de m'échapper. D'accord, tu m'as eu. C'est parce que j'étais bien caché, hein? Eh, et les poissons, est-ce qu'ils se cachent? D'une certaine manière, oui. Mais eux se cachent pour se protéger des prédateurs. Regarde par exemple ce poisson. C'est un requin tapis-orné. Quoi? Ils se cachent sous un tapis? Non, il reste le plus souvent au fond et ses couleurs lui permettent de se camoufler parfaitement. Waouh! Un vrai caméléon des mers! Mais ce n'est pas tout. Certains poissons ont sur le corps des dessins qui ressemblent à une tête, mais situés sur leur queue. Ce poisson papillon, par exemple, a un point noir qui fait penser à un œil près de la queue. On dirait qu'il a la tête à l'envers. Comme ça, les prédateurs se trompent en voulant l'attraper. Et parfois, c'est sa forme qui permet au poisson de se cacher. Regarde là, par exemple. Le poisson trompette, en forme de tige, se confond facilement avec les branches des algues. Un poisson trompette! Ça trompe énormément! Attends, je peux faire pareil? Ferme les yeux, Adi, et compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oups! Où es-tu? Ouh! Ouah! Décidément, Whoops, tu es plus doué que l'homme invisible. Tiens, laisse-moi te montrer un concurrent. Regarde, la rascasse a une forme et une couleur qui lui permettent de se confondre avec les rochers. Et la rascasse, elle se décarcasse? Plutôt que de se camoufler, certains poissons ont l'habitude de se cacher plus simplement. Bah, comment veux-tu te cacher là? Y'a que du sable. Oh! Et si tu t'es fait avoir? La raie, avec sa forme plate, peut s'enfoncer dans le sable et devenir invisible. Oh, elle est trop forte la raie, parce que c'est vraiment pas confortable. Hein? Et oui, et le Bernard l'ermite est rusé lui aussi. Il se cache dans une coquille vide qui le protège comme une cuirasse. Quant au poisson clown, il est encore plus malin. Sa peau spéciale le rend insensible contre le poison de l'anémone de mer. Comme ça, si quelqu'un veut l'attraper, il n'a qu'à se réfugier dans les bras de l'anémone. Bon, c'est de la triche si les autres peuvent pas le suivre. Tu peux aussi te réfugier sous un rocher, comme le baliste. En cas de danger, le baliste se cache dans une crevasse et s'accroche au rocher en redressant une épine dorsale. Impossible de le déloger. Ça alors, Whoops a encore disparu? Quel farceur celui-là! Bon, et bien comme ça, je pourrais finir les crèmes au chocolat tout seul. Hein? Quoi? J'en connais un qui va se cacher dans la cuisine. Allez les terriens,
À la semaine prochaine! Les poissons se cachent-ils? Certains poissons se camouflent grâce à leur couleur ou à leur forme, alors que d'autres préfèrent se cacher sous le sable. Ouah! Regarde cette tortue, Adi! C'est une tortue kawan, une espèce en voie de disparition. Il n'en existe plus au large de la France depuis 1940. Ah bon? Elle trouvait qu'il faisait trop froid, c'est ça? Non, Cette espèce de tortue est menacée, comme beaucoup d'autres animaux marins. Mais pourquoi y a-t-il des espèces en voie de disparition? En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent que certains types d'animaux marins disparaissent. Ah, je sais! Les marées noires! Le pétrole qui arrive sur les plages tue évidemment beaucoup d'animaux, mais les marées noires ne représentent qu'une toute petite partie de la pollution de la mer. Ah bon? C'est déjà énorme pourtant! Les déchets des usines, par exemple, qui sont déversés dans la mer, contiennent des substances toxiques ou des métaux lourds qui contaminent l'eau puis les animaux marins. Mais on peut pas avaler du métal! Si l'eau polluée contient des petites particules de métaux lourds, alors, quand les poissons avalent l'eau, ces particules restent dans leur corps. La graisse des baleines, par exemple, est souvent contaminée par les métaux lourds. Bah alors, ça devrait leur faire une armure en métal? C'est pas bien ça? C'est le contraire. Les substances polluantes vont empêcher le système immunitaire de fonctionner. Si la baleine tombe malade, elle ne pourra plus se soigner toute seule. Mais c'est terrible! Pour se défendre mieux, la baleine doit arrêter de manger? Le problème, c'est que les mammifères marins, par exemple, sont menacés parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Comme les poissons qu'ils mangent sont eux-mêmes déjà contaminés, les mammifères marins sont encore plus pollués. Oh là là! T'es en train de me couper l'appétit! Et ce n'est pas tout. Des centaines de milliers de dauphins meurent chaque année, mais pas seulement à cause de la pollution. En fait, ils se retrouvent pris dans les filets de pêche et ne peuvent plus bouger ni respirer. Moi, je veux bien qu'on arrête de pêcher si ça peut sauver les dauphins. Le problème est d'abord lié à la technique de pêche. Certains pêcheurs utilisent des grands filets qui dérivent dans l'eau et piègent beaucoup de dauphins. Mais aujourd'hui, on pêche trop de poissons. Les langoustes, par exemple, deviennent de plus en plus rares. On n'en trouve presque plus sur les côtes européennes. Mais les poissons font des petits quand même! Lorsque la pêche devient trop intensive, les poissons n'ont plus le temps de se reproduire et des populations entières disparaissent ainsi. Oh, c'est trop bête! Après, on n'aura plus rien à manger! On pêche aussi parfois des coquillages, non pas pour les manger, mais parce qu'ils sont beaux. Mais des coquillages, il y en a plein! Là, dans la mer de Corail, au large de l'Australie, on a pêché beaucoup de jolis coquillages, comme des tritons du Pacifique. Mais les tritons sont les principaux prédateurs des étoiles de mer géantes, comme ce joli coussin de belle-mère rose. Alors, s'il n'y a plus de tritons, il reste plein d'étoiles de mer! Si jolies aussi, les étoiles de mer! Oui, mais l'équilibre naturel du récif corallien est détruit. Il y a trop d'étoiles de mer géantes et elles détruisent le corail, comme ici par exemple. Oh là! Il est tout desséché, le pauvre corail! Eh oui, c'est du corail mort. Bon, alors maintenant on va faire attention, hein? On pêche juste ce qu'il faut! Et tu vas où comme ça? Je vais pêcher des crèmes caramel dans le frigo! À bientôt, amis terriens. Pourquoi y a-t-il des poissons en voie de disparition? La pollution empoisonne de nombreux poissons. Et la pêche intensive empêche la reproduction des espèces et peut détruire les équilibres naturels.
des sirènes dans la mer? Je ne connais personne qui en ait vu. Non, bah non alors. Ah, je suis déçu. Mais il y a plein de légendes qui parlent de sirènes. J'adore les légendes. Et comme dans toutes les légendes, il y a une part de vrai. En fait, les marins ont longtemps cru voir des sirènes, alors qu'il s'agissait de lamantins. Des lamantins? Les lamantins font partie de l'espèce des siréniens. J'imaginais pas les sirènes comme ça. On dirait des saucisses géantes. Les lamantins mesurent en général 3 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 500 kilos. Imagine, ce serait le poids de 50 whoops. Oh, ça serait une super méga saucisse. Oui, mais une saucisse qui nage avec agilité. On dirait qu'ils ont des mains sur leur grande tête. Ce sont des petites nageoires qui leur permettent de se diriger en nageant. Ça alors? Regarde, il met son nez hors de l'eau. Tout à fait. Le lamantin est un mammifère. Il doit remonter à la surface de temps en temps pour respirer, exactement comme le dauphin ou la baleine. Mais il ne vient jamais à terre, comme les phoques? Non, parce qu'il n'appartient pas à la même famille que les phoques. Viens, je vais te montrer quelque chose. Il est tout petit, celui-là. Oui, c'est un bébé avec sa maman. Tu sais, la maman garde le bébé dans son ventre pendant 1 an. Et après, ils vivent en famille? Ça dépend. Parfois, ils sont en famille et parfois, ils sont seuls. Mais, dis-moi, pour être énorme comme ça... Je vois où tu veux en venir. Voilà la réponse. Les lamantins sont herbivores. Ils broutent les herbes marines, des algues. D'ailleurs, on les surnomme parfois les vaches de mer. Oh là là! Mais une vache ne mangerait pas autant de salade? Ils sont capables d'engloutir 30 kilos de plantes par jour. Tu imagines? À peu près 60 salades par jour. Moi, je préférerais quelque chose qui croque sous la dent, comme 60 tablettes de chocolat. Tu sais, les lamantins ont un truc génial. Ils ont des dents qui bougent. En fait, leurs dents se forment à l'arrière de la mâchoire et se déplacent progressivement vers l'avant. Au bout d'un certain temps, les dents de devant finissent par être usées et tombent. Mais elles sont remplacées par les suivantes. Leur rêve! Plus besoin de se brosser les dents! Et ça permet aussi de manger des végétaux malgré le sable, qui leur abîme très vite les dents. En tout cas, avec une vache qui mange 60 salades par jour, on est loin de la petite sirène. Les marins d'autrefois ne les voyaient que de loin. Et puis le lamantin pousse parfois des petits cris. Enfin, plutôt des lamentations, d'où son nom. Eh bien, moi, je dis qu'ils devaient avoir sacrément besoin de lunettes, les marins d'autrefois. Parce que moi, je l'aurais vu tout de suite. Oui, bien sûr. Allez, à bientôt les terriens. Alors, d'où vient la légende des sirènes? Les marins d'autrefois croyaient voir des sirènes, alors qu'il s'agissait de lamantins, de gros mammifères qui mangent des algues. Au secours! Adi, je suis en train de m'autocongeler. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de fouiller dans le frigo et la porte s'est refermée sur moi. Tu étais enfermé? Oui, heureusement, au bout d'un moment, j'ai trouvé un concombre pour faire levier et ouvrir la porte. On dirait un manchot comme ça. Est-ce que les manchots vivent dans les frigos? Voilà où ils vivent. Uniquement dans l'hémisphère sud et plus précisément autour du continent antarctique. On y va? Mais c'est trop loin! Mais non!
Je mets le pilote automatique et ça nous laissera pile le temps d'en apprendre un peu plus sur ce drôle d'animal. Le manchot est un oiseau marin. Il ne vole pas, mais il court et il nage. Bah, elles lui servent à quoi alors, ces ailes-là? Devine! À première vue, je dirais à jouer au ping-pong sans raquette. Pourquoi pas? En tout cas, il s'en sert plutôt pour nager. Il existe deux espèces de manchots. Le manchot bleu, qui est le plus petit, il mesure 40 cm, et le manchot empereur, qui est le plus grand. Lui, il peut mesurer jusqu'à 1,20 m. Tiens, ça y est, nous sommes arrivés. Bienvenue en Antarctique. Effectivement, c'était rapide. Viens, on va regarder les manchots depuis la salle de contrôle. Tu vois, je te l'avais dit. Les manchots sont d'excellents nageurs. Ils peuvent aller jusqu'à 30 km/h sous l'eau. Ils se propulsent avec leurs nageoires, leurs pieds leur servant à se diriger. D'ailleurs, c'est uniquement sous l'eau qu'ils trouvent leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent? Principalement des petits poissons, des seiches et des crustacés. Hein? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est malade? Mais non! Chaque année, les manchots perdent leurs plumes pour en avoir de nouvelles. On dit qu'ils muent. Tiens, et celui-là? C'est un bébé, non? Exactement, Whoops! Les petits sont recouverts d'une sorte de duvet, et tant qu'ils ont ce duvet, leurs parents s'occupent d'eux. Mais du jour où ils le perdent, en général 6 mois après leur naissance, ils doivent se débrouiller tout seuls. Les manchots vivent toujours en très grande communauté, jusqu'à plusieurs milliers d'individus. Tu as vu? Ils ont vraiment l'air de s'adorer. Ils sont toujours collés les uns aux autres. En fait, c'est surtout une technique pour lutter contre le froid. Les manchots se rassemblent tous en rond. Ceux qui sont au centre sont protégés du froid par les autres. Et pour que tout le monde en profite, ils échangent leur place très lentement. C'est pas parce que la tête des manchots n'est pas très grande qu'elle est vide pour autant. Bien dit, Whoops! Merci. Et maintenant, je vais aller fixer une rambarde de sécurité sur le frigo pour ne plus jamais tomber dedans. Salut les terriens! À la prochaine! Où vivent les manchots? Les manchots vivent tout autour de l'Antarctique, près du pôle sud. Ce sont des oiseaux marins qui vivent en groupe toute leur vie. Hé, Adi! Adi! Viens voir! Il y a un truc bizarre avec plein de tentacules qui viennent de passer. C'est un calmar, Whoops. Un calamar? Non, Whoops. J'ai dit calmar. Mais c'est vrai que le nom de cet animal signifiait autrefois écritoire. Tu sais, à l'époque où on écrivait avec une plume et de l'encre. Voilà pourquoi l'animal porte les deux noms, calmar ou bien calamar. Ah, on dirait une pieuvre. Presque. Tous les deux font partie de la même famille, celle des mollusques céphalopodes. Des mollusques quoi? Céphalopodes. Ça veut dire pied sur la tête. Regarde. Le calmar a un corps mou avec à l'intérieur une coquille très étroite en forme de tube qu'on appelle la plume. Et si on s'amusait à le pêcher? Si tu veux, Whoops. Mais j'ai bien peur que l'on n'en mange pas de sitôt. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que le calmar est un excellent nageur. Il est petit, mais il nage bien plus vite que bien des gros poissons. Bah oui, forcément, il a plein de tentacules pour avancer. C'est pas du jeu. Absolument pas. Le calmar n'utilise pas ses tentacules pour se déplacer. À la place, il utilise la propulsion à réaction. Tu veux me faire croire que c'est un mollusque à moteur? En quelque sorte, Whoops. Ça veut dire qu'il avale de l'eau et puis il expulse très fort, ce qui le fait avancer. Alors, il cherche la difficulté, hein, parce qu'il pourrait se servir de tous ses tentacules. Ah, mais d'ailleurs,
il en a combien? 2, 1, 6... 10! 8 courts et 2 longs. Ils lui servent à se diriger dans l'eau, mais aussi à capturer ses proies et à les conduire vers son bec. Dido a dit, c'est quoi cette fumée? Il y a le feu dans l'eau? Mais non, Whoops, c'est l'encre que le calmar vient de cracher. De l'encre? En fait, ce n'est pas véritablement de l'encre. Ce sont des pigments qui colorent l'eau et qui ressemblent à un écran de fumée. Cela permet au calmar de fuir ses prédateurs. L'encre, la plume, pas étonnant qu'il ait inspiré Jules Verne. Bravo, Whoops! Quelle culture! Dans 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne parle de calmars géants. Eh bien, figure-toi qu'il avait raison. Tout au fond de l'océan, à plus de 1000 mètres, vivent des calmars géants qui peuvent atteindre 20 mètres de long. Quelle horreur! Rassure-toi, les calmars que tu vois chez le poissonnier font entre 10 et 50 cm de long. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils se nourrissent de mollusques, de poissons et de crustacés. Ils mangent même les crabes? Mais oui, car ils ont un bec qui ressemble à celui du perroquet. Il est situé au milieu des tentacules et il est tellement puissant qu'il leur permet de broyer les carapaces des crustacés. Eh ben, on n'a pas intérêt à se faire mordre par un calamar, hein? Ou calmar. Salut les terriens. C'est quoi un calmar? C'est un mollusque de la famille des pieuvres muni de 10 tentacules et qui peut atteindre 20 mètres de long. Oups. Où es-tu? Chut! Pas si fort! Bah alors, mais qu'est-ce que tu fais? Pas si fort! Tu risques de réveiller le serpent! Un serpent? Oui, je l'ai vu. Il est tout vert, énorme. Là, regarde! Ah! Mais non, Whoops. Ce n'est pas un serpent, c'est une murène. Ah? Peut-être, mais... Oh, ah! Elle a pas l'air très sympathique quand même. Elle te fait penser à un serpent parce qu'elle a un corps allongé qui ondule, tout comme les anguilles. De toute façon, j'avais même pas peur. Mais bon, il y a quand même quelque chose de bizarre. Tu as vu sa peau? Oui, la murène est un poisson avec une peau épaisse et sans écailles. Oh, t'as vu comme elle nous regarde? La murène peut effectivement être agressive. Si tu la déranges, elle va vouloir te mordre pour défendre son territoire. Ah, j'en étais sûr. Sa mâchoire est garnie de longues dents aiguisées et minces. Si elle te mord, ça peut faire très mal. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui t'arrive, Whoops? Rien, rien. Je faisais un peu d'exercice. Ne t'inquiète pas, si tu restes à distance, tu ne risques pas grand-chose. Tu vois, la murène se cache dans un trou au milieu des rochers. Elle laisse seulement dépasser l'avant de son corps et se balance un peu au gré du courant. Et pourquoi elle garde toujours la gueule grande ouverte? Je crois que s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour trouver la réponse, c'est toi. Eh bien, Tu donnes ta langue au chat? Oh non, c'est pas juste. Je le savais. C'est pour manger, je le savais. Dommage, si tu avais trouvé, tu aurais eu le dernier pain au chocolat. Ati, repose-moi la question. Sais-tu que la murène sort aussi la nuit pour chasser et attraper des petits poissons endormis? Moi, à sa place, je me reposerai la nuit, parce que c'est fatigant de rester une journée entière avec la mâchoire ouverte. Oh là là, la pauvre crevette, elle va se faire manger.
Non, en fait, c'est une crevette qui vient nettoyer sa murène. Elle mange tous les parasites sur sa peau et même dans sa gueule. Oh non! Elle va la croquer! Regarde, elle ressort sans problème. Elles sont amies. La crevette mange et la murène est lavée. Tout le monde y gagne. Et si je faisais pareil? Si je te mordillais, hein? Oh, oups, tu sais bien que je suis chatouilleux. Mais moi j'ai faim! J'ai compris. Je vais aller te chercher ton pain au chocolat. À bientôt les terriens. La murène est-elle un serpent? Non, c'est un poisson de forme allongée, sans écailles et avec de grandes dents. Attention, si tu la déranges, tu risques de te faire mordre. La 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 ah la 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 ah. Ils ont de la chance les poissons, hein? Comme ils sont dans l'eau, ils ont pas besoin de se laver. L'océan n'est pas une baignoire, whoops. C'est une méga super baignoire. C'est comme si les poissons prenaient un bain en permanence. Ils sont tout le temps propres. Pas tout à fait. Les poissons doivent protéger leur peau contre les parasites présents dans l'eau. Sinon, ils peuvent tomber malades. Mais comment il faut pour se laver alors? Regarde. La murène, par exemple, n'a pas d'écailles pour se protéger. Sa peau est donc très sensible aux parasites. Alors, il lui faut du savon. Et non, pas de savon. Mais à la place, il y a quelqu'un pour l'aider à se laver. Elle doit horriblement chatouiller, cette petite crevette. C'est une crevette nettoyeuse. Elle picore les parasites sur la peau et nettoie tout le poisson, qui ne peut pas le faire lui-même. Moi, je préfère me gratter le dos tout seul. Adi, passe-moi la brosse, s'il te plaît. Ah, oh, yeah. En fait, le nettoyeur trouve son intérêt en picorant les parasites sur la peau pour les manger. C'est dégoûtant. Mais les crevettes adorent ça. Mais, regarde, elle rentre dans sa gueule. Le mérou va manger la petite crevette. Il n'y a aucun danger. Le mérou est là pour se faire nettoyer. La crevette se régale et tout le monde est content. Ouais, enfin, il faut aimer manger des saletés. Regarde comme il s'agite. Ça veut dire qu'il se sent propre. Les crevettes doivent maintenant sortir de sa gueule. Moi aussi, j'ai fini. Mais oui, whoops. Tu sais qu'il y a d'autres nettoyeurs, comme les poissons rémora? Regarde, whoops. Le rémora s'accroche directement au poisson pendant qu'il nage. Grâce à une ventouse en forme de disque située sur sa tête, il peut se coller sur la peau du requin et grignoter les parasites. Alors, il a même pas besoin de se déplacer? Il utilise un requin-taxi? Eh oui, le rémora en profite bien. Parfois, il se décroche pour aller récupérer des morceaux de nourriture quand le requin mange. Ah, celle-ci, c'est pas un taxi très rapide. Oui, mais le rémora n'est pas pressé puisqu'il trouve à manger sur son taxi. Eh ben moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de se frotter pour se laver. Tu n'es pas le seul, le dauphin fait la même chose. Il a lui aussi une peau sensible. Alors, pour se débarrasser des parasites, il se frotte contre les algues sous-marines ou le sable. En tout cas, après la douche, c'est l'heure du dîner. Allez, hop, je vais nettoyer le frigidaire. Au revoir les terriens. Comment font les poissons pour se laver? Des nettoyeurs débarrassent les poissons de leurs parasites en picorant leur peau et leurs écailles.
Qu'est-ce que tu fais, Whoops? Je cherche à attraper mes gâteaux. Whoops, tu devrais faire attention. Si tu continues à manger comme ça, tu vas devenir aussi gros qu'un éléphant de mer. Ah, les voilà. Tiens, regarde. Voici des éléphants de mer. Oh là là, mais ils sont énormes. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle ainsi. Le mâle adulte peut mesurer jusqu'à 6 mètres et peser 3500 kilos. Mais on les appelle aussi éléphants de mer à cause de leur trompe. Mais elle est toute petite. C'est vrai qu'elle est moins grande que celle d'un vrai éléphant, mais elle peut quand même mesurer jusqu'à 30 cm. Une fois gonflée, elle peut se recourber jusqu'à entrer dans la gueule de l'éléphant. Il est ainsi capable d'émettre des reniflements et des mugissements qui s'entendent jusqu'à 2 km. C'est dégoûtant. Autant utiliser un haut-parleur. Oui. Tu sais, Whoops, les éléphants de mer passent leur vie entre l'eau et la plage. En fait, la plage est leur lieu de rencontre. C'est là où les mâles et les femelles se retrouvent. La mer, la plage, enfin, ils ont la belle vie, quoi, hein? Si on veut. C'est vrai que les éléphants de mer passent la plus grande partie de la journée à sommeiller sur la plage. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure du goûter. Oh, qu'est-ce qu'ils mangent, les éléphants de mer? Des calmars, des poissons et des petits requins. Quand même, ils sont vraiment très gros. Regarde-moi celui-là. Oui, ce n'est vraiment pas facile pour un éléphant de mer de se déplacer sur le sable. C'est dans l'eau qu'ils sont le plus à l'aise. Ils y vivent la plupart du temps. Waouh, c'est étrange. Leurs nageoires ressemblent à des mains. On dirait même qu'ils ont des ongles. Et ce n'est pas tout. Chaque année, vers le mois de janvier, l'éléphant de mer mue, c'est-à-dire qu'il change de peau. Et pour enlever l'ancienne, il doit la frotter au sol. Dis-moi, Adi, comment tu fais pour savoir qui est le mâle et qui est la femelle? C'est très simple, les femelles sont beaucoup plus petites et surtout 4 fois moins lourdes que les mâles. Et celui-là, c'est quoi? C'est un bébé éléphant de mer. Les femelles, après avoir mis au monde leurs petits, les élèvent et les nourrissent pendant 1 mois. Après cette période, elles repartent en mer. Les petits doivent alors se débrouiller tout seuls. Et de plus, figure-toi que l'éléphant de mer ne s'arrête jamais de grossir et de grandir. C'est comme ça qu'on reconnaît les plus âgés. Ce sont eux les plus gros. Et ils vivent combien de temps, ces gros pépères? Environ 20 ans. Alors, dis-moi, Adi, c'est parce qu'ils ont trop mangé qu'ils sont aussi gros? Mais non, rassure-toi. Disons que c'est dans leur nature. Non. Bon, alors là, ça va, hein? Salut les terriens! C'est quoi un éléphant de mer? Les éléphants de mer sont d'énormes animaux qui peuvent atteindre 6 mètres de long et peser 3500 kilos. Ils vivent dans les mers froides autour du pôle Nord. C'est un totem très ancien, tu sais, Whoops. Et les poissons, alors? Ils sont vieux aussi? Ils existent depuis longtemps? Eh bien, les premiers poissons sont apparus pendant la préhistoire, il y a près de 500 millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme. Et ils ressemblaient aux poissons d'aujourd'hui? En fait, je peux te montrer à quoi ils ressemblaient à l'époque, parce que certains existent encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit monstre? C'est une limule, la plus ancienne espèce de poisson encore existante. On dirait qu'elle a une carapace, un peu comme celle de la tortue. C'est un peu ça, Whoops. Le dos de la limule est très dur
comme un bouclier. Au début de leur évolution, les poissons n'avaient pas d'écailles, de mâchoires ou même de nageoires. Pas de mâchoire? Mais c'est terrible! Impossible de manger! Si, les premiers poissons avalaient de l'eau pour manger de tout petits organismes. Ouais, ça veut dire qu'on mange que des miettes? Plus tard, les poissons ont développé des vraies mâchoires pour pouvoir mordre et mâcher, et donc se nourrir d'aliments trop grands pour être avalés en entier. Bon, pas de mâchoire, pas d'écailles, pas de nageoire. Mais alors, qu'est-ce qu'il leur restait à ces poissons? Une colonne vertébrale qui forme un axe central avec muscles et pattes, puis se termine par une queue pointue, qui peut bouger dans tous les sens. La limule fait généralement 60 cm de longueur. Et pourquoi elle nage à l'envers? Eh bien, comme elle n'a pas de vraie nageoire, la limule nage sur le dos, en s'aidant des pattes qui sont sur son ventre. Ah, ça y est, à l'endroit! En fait, les limules sont des animaux qui vivent près des plages. Et comme tu le vois, elles adorent s'enfouir sous le sable. Elles sont carnivores et mangent surtout des petits mollusques, même si elles se nourrissent aussi d'algues. Mais alors, où trouve-t-on ces témoins de la préhistoire? Aujourd'hui, on trouve une espèce de limule sur la côte atlantique américaine. Adi, regarde comme je fais bien la limule! Un véritable poisson préhistorique. Je crois qu'il te manque des yeux pour voir où tu vas. Mais... T'aurais pu le dire plus tôt quand même! Viens voir, Whoops. Tiens, voilà à quoi ressemblent les yeux de la limule. Ah, c'est juste des petits points noirs. Eh oui, Avec leur drôle de forme, les limules peuvent marcher assez facilement sur le sable. Tiens, regarde. Bah, c'est une assemblée de limules. C'est le moment de la reproduction. Les limules gagnent le rivage et s'accouplent. Les femelles vont creuser des trous et pondre chacune de 2 à 300 petits œufs. Bon, bah c'est très bien tout ça, mais moi je suis pas préhistorique, hein. Oui, et alors? Alors moi, monsieur a dit, j'ai une mâchoire et il faut que je m'en serve. À table! Allez, à bientôt les terriens. Quel est le poisson le plus ancien qui existe? La limule est le poisson qui est resté le plus proche de sa forme préhistorique. Elle n'a ni mâchoire, ni écailles, ni nageoire. Oula! Il faut tout de suite qu'on monte le chauffage, a dit. Le vaisseau est très bien chauffé. Tu ne risques pas d'avoir froid. Pas encore, mais nous sommes en train de naviguer sous la glace. C'est normal. Nous arrivons au pôle Nord, Whoops. Regarde, c'est la zone arctique. Ici, il fait très froid toute l'année, ce qui explique la formation de glace et d'icebergs. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre des bouteilles de sirop de framboise et on va les verser sur les icebergs. Ben oui, ça va nous faire d'énormes glaces à la framboise. Je te propose plutôt de découvrir les animaux marins qui vivent dans ces mers froides. Quoi? Des animaux viennent vraiment ici alors qu'il fait si froid? Mais oui, Whoops, regarde, voici un troupeau de belugas. Ils ressemblent à des baleines ou bien à des dauphins? Un peu aux deux. Le beluga est un mammifère marin qu'on appelle aussi baleine blanche. Mais en fait, il a la forme d'un dauphin sans aileron dorsal. Non, il a une tête rigolote quand même, hein? Il a effectivement un bec et une grosse bosse en forme de melon sur le front. Mais c'est bizarre, il a l'air de pouvoir tourner facilement la tête comme il veut. C'est parce que, comme toi et moi, le beluga a un véritable cou qui lui permet de tourner facilement la tête. Hé, Adi, il va manger la caméra? Ne t'inquiète pas, il est juste curieux. Regarde, il nous sourit. Son bec lui permet à la fois de communiquer et de pêcher sur le fond vaseux. Comme moi quand je pêche dans le frigo.
le beluga mange des poissons et des crustacés, mais aussi des vers et des mollusques qu'il aspire avec sa bouche. Comme moi avec les crèmes caramel. Et là, voici un autre type de baleine blanche. Ce sont les narvals. Oh, t'as vu ça, Adi? On dirait une corne. C'est vrai, les narvals ont une longue défense en forme de spirale qui peut atteindre 3 mètres de long. Et il s'en sert pour manger? À vrai dire, le rôle de cette défense n'a pas encore été éclairci, mais on est à peu près certain qu'ils ne s'en servent pas pour manger. Alors, c'est une défense comme pour les éléphants? Un peu, mais je vais te montrer un autre mammifère marin qui te fera penser à un éléphant. Non, ce sont des phoques? Non, ce sont des morses. Oh là là, il a 2 défenses énormes. Regarde, son corps est recouvert d'une peau épaisse, plissée et poilue comme celle d'un éléphant. Ses défenses atteignent 1 mètre de long et lui servent d'armes et de crochets pour escalader la glace. Et la grosse moustache? Elle sert à quoi, la grosse moustache? Ce sont des moustaches très sensibles qui permettent de repérer ce qu'il y a à manger au fond de la mer. En tout cas, lui, il ne risque pas de se faire manger. Détrompe-toi, le morse a 2 prédateurs, les humains et les ours blancs. Oh. C'est l'ours blanc qui te fait peur? Non, en le voyant nager comme ça me frigorifie. Je vais aller me préparer un bon chocolat chaud. À la prochaine fois, ami terrien. Y a-t-il des animaux marins dans les eaux froides? Dans les mers froides, comme en zone arctique, les baleines blanches, narvals et belugas voisinent avec les morses et les ours blancs. Regarde, Whoops, un poisson clown. Où ça, un clown? Un poisson clown. Ah, trop tard, tu l'as raté. Ça n'existe pas, les poissons clowns. Mais si, tu vas voir, il est tout petit. On l'appelle comme ça parce qu'il est orange avec des rayures blanches. On devrait l'appeler poisson tigre, alors. Mais non, il n'est pas méchant. C'est juste un clown. C'est à ça qu'il ressemble. Ah, en voilà un. Il habite à l'intérieur des anémones de mer. C'est son refuge. Sympa, au cœur d'un jardin aquatique. Pas du tout. Contrairement à ce que son nom indique, l'anémone de mer n'est pas une fleur, mais une sorte d'animal. On appelle ça un polype. Oui, je sais. Tu vas me dire que les anémones de mer sont vénéneuses. Hein? Mais j'ai rien dit, moi. Eh bien, tu as raison. L'anémone est vénéneuse. Mais figure-toi que le poisson clown est immunisé contre son poison. Ça veut dire qu'il ne peut pas en mourir. Il se frôle aux tentacules de l'anémone qui le recouvre aussitôt d'une pellicule protectrice contre son poison. La nature est bien faite. Mais dis-moi, ton clown, est-ce qu'il fait des tours comme ça? Mais ça va pas, non? Il faut bien que je te montre. Mais ça marche seulement avec le poisson clown. Tous les autres poissons qui s'approchent de l'anémone meurent empoisonnés. Le poisson clown nettoie l'anémone de ses parasites. C'est un poisson nettoyeur. Ah, bah d'accord. Il lui fait son ménage. Sympa. Et il attire aussi les autres poissons dans les tentacules de l'anémone. En gros, il sert d'appât. Exactement. L'anémone procure au poisson clown un habitat, une protection contre les prédateurs et de la nourriture. En échange, le poisson clown débarrasse l'anémone de ses déchets et l'aide à trouver de la nourriture en servant d'appât. Comme ça, tout le monde y trouve son compte.
Et sais-tu qu'à la naissance, tous les poissons clowns sont des mâles? Les poissons les plus forts deviennent des femelles. Ah ouais? Ah, c'est rigolo ça. Mais les poissons clowns ont un instinct de famille. Quand un mâle et une femelle se rencontrent, c'est pour la vie. Et ils font des milliers de petits poissons ensemble. Après, les bébés ne s'éloignent jamais vraiment de leurs parents. Et même une fois adultes, ils restent près de l'anémone. Car, tu imagines, le poisson clown est à peine plus grand que ma main. Il ne peut donc pas nager très loin. À la prochaine fois, ami terrien. Bon, alors, c'est quoi un poisson clown? C'est un poisson rayé, orange et blanc, qui vit protégé dans une anémone de mer. Qu'est-ce que tu fais, Whoops? Ça fait 2 heures que j'essaie d'attraper cette mouche. Elle a pu entrer dans le vaisseau lors de notre dernière halte. Tu es sûr qu'elle vient pas de la mer? Il y a sûrement des insectes dans l'eau, non? Non, il n'y a quasiment pas d'insectes dans la mer. Mais sais-tu que certains crustacés ressemblent à des insectes? Regarde. Il est drôle celui-là. On dirait plutôt un légume, pas un insecte. Justement, on l'appelle aussi un concombre de mer. C'est une holoturie. Elle a un corps mou en forme de cylindre. Et on peut les manger au moins, tes concombres? Je te le déconseille. La plupart des holoturies ont une peau empoisonnée. Tu les recracherais aussitôt. C'est ainsi que les holoturies se défendent. Ouais, eh ben, si les mouches pouvaient avancer comme des escargots, ça m'arrangerait bien. Sais-tu qu'il y a aussi de vrais escargots qui vivent dans l'eau? Plus exactement, des limaces de mer, aussi appelées nudibranches. Ce sont des gastéropodes marins sans coquilles et avec des couleurs vives. Pourquoi les appelle-t-on nudibranches alors? Parce qu'elles possèdent sur leur dos des branchies nues, c'est-à-dire des organes qui leur permettent de respirer dans l'eau. Ces branchies sortent du corps. Tournées vers l'arrière, elles peuvent se rétracter en cas de danger. Ah, je n'entends plus la mouche. Je pense qu'elle a dû s'enfuir. Je vais te donner un indice, Whoops. Regarde, tu vois cette bosse grise sous l'œil de ce mérou? Oui, et alors? Alors, c'est un pou de mer, un parasite qui vit sur le poisson sans qu'il le remarque. Non. Attends, Whoops, je voudrais te montrer d'autres insectes des mers. Vas-y, je t'écoute. Je te présente la cigale de mer. Ah, on dirait un cloporte, pas une cigale. C'est pourtant un petit crustacé, de la même famille que les langoustes. La cigale de mer a sur le dos une carapace dure et peut atteindre 30 cm de long. Et pour attraper les mouches, elle aurait pas une idée, ta cigale? Non, mais je peux te montrer comment elle se déplace en cas d'urgence. Elle nage à l'envers, en utilisant la palette natatoire située au bout de son abdomen, pour battre l'eau et se propulser en arrière. Ça a l'air tout aussi épuisant. Je crois que je devrais plutôt essayer d'attraper un ver de terre. C'est moins difficile. Un ver de terre, sûrement, mais un ver de mer, c'est moins facile. Regarde, voici le spirographe, un petit ver marin qui construit un tube dans le sable, d'où il peut sortir son panache branchial. Ah, fastoche pour l'attraper. Ne va pas croire ça, Whoops, car le spirographe est capable de rentrer son panache en un clin d'œil. Bon, j'abandonne la chasse aux insectes. Je vais plutôt faire une petite sieste. À la prochaine, ami terrien. Y a-t-il des insectes dans la mer? Il existe de nombreux animaux marins qui jouent le rôle d'insectes dans l'eau. Les holoturies, les nudibranches, les spirographes, les cigales de mer, etc., etc.
Adi! Adi! Viens voir, j'ai repéré quelque chose. C'est un drôle de poisson, celui-là. C'est un ours polaire. Mais il nage super bien pour un ours. Oui, il est capable de nager sans aucun problème, parfois sur plus de 100 km. Bah, il boit même pas la tasse. L'ours blanc a un très grand cou et de longues jambes. Cela lui permet de voir très loin, même dans l'eau. C'est bizarre, je trouve qu'il a une petite tête, cet ours. Tout à fait. En plus de la couleur de sa fourrure, sa tête allongée et étroite le différencie de l'ours brun. Ils sont rigolos. Oh, Adi, on peut sortir pour aller les caresser? Surtout pas. Les ours blancs sont très dangereux. Mais on dirait des ours en peluche. Ils peuvent pas être méchants. Oups, détrompe-toi. L'ours blanc est le plus grand et le plus dangereux des carnivores terrestres. J'ai une idée! Je t'assure que tu ne feras pas le poids. Les ours blancs pèsent entre 200 et 700 kilos. Admire un peu le camouflage parfait. Maintenant, ils vont me prendre pour un ours polaire. Alors, je peux aller jouer avec eux, hein? Malin, non? Ton camouflage ne servira à rien. Les ours ont un odorat très puissant. Ils vont te repérer tout de suite. Mais quand il fait froid comme ça, ils ont forcément le nez bouché. N'oublie pas que l'ours blanc est parfaitement adapté au climat polaire. Il est très musclé et peut courir jusqu'à 40 km/h. Alors s'il te confond avec un phoque, par exemple, son plat préféré... Je reste dans le vaisseau. Mais c'est pas parce que j'ai peur, hein? C'est parce qu'il fait trop froid dehors. Tu as raison de rester bien au chaud. Parce que là où habitent les ours blancs, il fait froid quasiment toute l'année. On trouve les ours blancs autour du pôle Nord. Là-bas, la température ne monte que rarement au-dessus de 0 degré l'été, mais peut descendre jusqu'à -50 en hiver. Alors, soit il marche sur la glace, soit il est obligé de nager dans l'eau gelée. Ça ne gêne pas l'ours blanc. Ses grosses pattes lui permettent aussi bien de nager que de marcher sur la glace. T'as vu? La glace est toute molle. Il s'enfonce dedans. Oui, mais sa patte est tellement large qu'elle lui permet de ne pas trop s'enfoncer. Un peu comme quand on se promène sur la neige avec des raquettes aux pieds. Moi, je comprends pas comment on peut vivre par un froid pareil. Cela ne dérange pas l'ours blanc. Il reste toute l'année sur la banquise et ne migre même pas pendant l'hiver. C'est pour cela qu'il a une fourrure très dense qui le protège bien du froid et capte même un peu la chaleur du soleil. D'accord, mais comment fait-il quand il est tout mouillé? Eh bien, une épaisse couche de graisse sous la peau le garde au chaud. Elle fait jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Pour tenir longtemps en hiver, l'ours blanc a d'ailleurs un estomac qui peut contenir 70 kg de nourriture. Waouh! Il faut que je m'entraîne tout de suite pour l'hiver, moi aussi. Allez, à la prochaine, ami terrien. Comment vivent les ours polaires? Aussi à l'aise sur la neige que dans l'eau glacée, les ours blancs résistent bien au froid grâce à leur épaisse fourrure et à leur graisse. Oups! Tu devrais venir voir cette baleine qui passe à côté de nous. Tout va bien, Whoops? C'est la catastrophe! Tu n'es pas blessé? C'est pire, je viens de perdre mon cookie. Suis-moi bien pour ne pas te cogner, Whoops. Pas de problème, tu me connais, je suis... J'ai mis l'éclairage d'urgence. Mais je vois toujours pas mon cookie. Tout d'abord, il faut que je répare le système principal. Et si on appuie là, hein? Comme ça?
Bravo, Whoops. Sans aucune lumière, je ne sais pas comment je vais faire. Et la lumière de l'eau? Elle est trop faible à cette profondeur. Si l'eau est bleue, la lumière devrait être bleue aussi, non? Aïe! Ah, j'y vois vraiment rien. Tu sais, Whoops, la lumière vient du soleil. Alors, quand elle traverse l'eau, elle perd en intensité. Et plus l'eau est profonde, plus il fait sombre. Waouh! Regarde ça, Adi! Un autre vaisseau! Ce n'est pas un vaisseau, c'est un cténophore, une sorte de méduse lumineuse. Un cténophare? C'est un phare qui fait de la lumière sous l'eau? Cténophore. Il ressemble à un œuf transparent et possède 8 tentacules pour nager. Un œuf qui clignote? La lumière vient des tentacules, plus exactement des palettes composées de très nombreux cils, comme sur les yeux. Oh, waouh! Tu vois cette lumière? Eh, avec ça, est-ce que tu vas être capable de pouvoir réparer le système? Oui, c'est parfait, Whoops. Oh là là, c'est beau! Oh! Et oui, en fait, les cils battent chacun avec un petit décalage. Ce décalage forme une onde qui parcourt le cténophore et crée des véritables petits éclairs colorés. On dirait des mini-feux d'artifice. Et il y en a d'autres, Adi. Regarde! Un tapis lumineux! Ce cténophore s'appelle la ceinture de Vénus. Elle a la forme d'une bande d'1 mètre de long, de 10 cm de large et ne fait qu'1 cm d'épaisseur. Mais est-ce qu'elles sont dangereuses comme les méduses? Non, leurs tentacules ne sont pas empoisonnés, mais collants. Elles s'en servent pour attraper leur proie. Oh, oh c'est dommage. Oh, moi j'aimais bien leur lumière. Au revoir les cténophores. Et merci. Oh, et mon cookie adoré. Oh, le voilà. À la prochaine fois, les terriens! Est-ce qu'il existe des poissons lumineux? Oui, comme les cténophores, qui produisent des petits éclairs lumineux grâce au mouvement des cils sur leurs tentacules. Je me demande à quoi je ressemblerais si j'étais un poisson. Bof, moi je ne te vois pas en poisson, plutôt en otarie. Et pourquoi pas en phoque pendant que tu y es? Les otaries et les phoques sont de la même famille, Whoops. Mis à part que les otaries sont plus intelligentes. D'ailleurs, ce sont des otaries que l'on voit dans les parcs aquatiques. Regarde, tu es aussi balourd qu'elle. Adi! Regarde ça, on dirait des phoques déguisés. Mais non, Whoops, ce sont des otaries à crinière. Il est vrai que les otaries et les phoques se ressemblent, mais plusieurs points les différencient. Déjà, les phoques vivent dans les mers glacées et les otaries dans les mers plus chaudes, car les otaries supportent moins bien le froid que les phoques. Ah oui, je vois. Les otaries se distinguent aussi des phoques par leurs oreilles apparentes et leur fourrure. Continue, hein, je t'écoute. Les otaries se déplacent plus facilement sur Terre que les phoques. Elles utilisent leur nageoire avant pour bouger et peuvent se déplacer assez rapidement sur Terre comme sur mer. Ouais, enfin moi, je suis sûr que je peux la battre à la course. On parie? Bon, ça va aller, je lui laisse le bénéfice du doute. Regarde, les otaries vivent en troupeaux. On dénombre 14 espèces d'otaries différentes. Celle que l'on voit devant nous, c'est l'otarie à crinière ou lion de mer. Et comment reconnais-tu la femelle du mâle? C'est très simple. Déjà, seuls les mâles ont une crinière. Et ils sont 5 fois plus gros que les femelles. Les femelles sont plus petites, gris argenté sur le dessus du corps et jaune clair dessous.
Les femelles mesurent environ 1,80 m et les mâles jusqu'à 3 mètres. Ah, au fait, c'est pas parce qu'ils ont froid que les mâles ont un col de fourrure. C'est juste pour qu'on les reconnaisse. C'est pour être beau. Ils sont aussi coquets que toi. Enfin, moi, je suis beau naturellement. Ouais. Et sais-tu, Whoops, que, contrairement à toi, les otaries sont prêtes à de grands sacrifices? Ah oui? Lesquels, par exemple? Eh bien, pour conserver leur domination sur leur groupe de femelles, les mâles préfèrent se priver de manger plutôt que de se faire prendre la place par un autre. Et alors? Moi aussi, je peux arrêter de manger entre 2 repas. Eh bien, pour eux, cela dure tout le temps de la saison des amours. Tu veux dire qu'il reste le ventre vide pendant des mois? Mais c'est affreux! Ça en vaut la peine. Regarde, Whoops. Comme il est mignon, ce bébé près de sa mère. À l'inverse des adultes, les petits ont le dos noir. Les femelles n'ont qu'un petit à la fois et la grossesse dure 1 an. Mais dis-moi, après, les otaries doivent se jeter sur la nourriture? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles mangent? Les otaries se nourrissent de poissons, de calmars et de pieuvres. En plus, personne leur apporte leur repas tout cuit sur un plateau. Il faut qu'elles aillent le pêcher. Oui, en plongeant en eau profonde, jusqu'à 180 mètres. Si elles en ont la force. Mais oui, ne t'inquiète pas. Salut les terriens! Comment on les appelle déjà, ces otaries? Des otaries à crinière, ou lions de mer. Elles vivent près du pôle Nord. Elles sont de la même famille que les phoques. Est-ce que la mer est profonde, Adi? En fait, ça dépend où. Certains endroits sont très profonds, et d'autres beaucoup moins. On peut descendre encore plus bas, alors? Oui, bien sûr. Alors, attends-moi! Soyez, je suis prêt. Je crois bien qu'avec ton tuba, tu ne pourras pas plonger très profondément. Non! Tu vois, pour le moment, nous ne sommes pas très loin des plages. Nous traversons la plateforme continentale. La pente est douce et descend jusqu'à 150 mètres. Maintenant, c'est le talus continental, qui descend beaucoup plus vite. La pente est raide et mène vers les plaines abyssales, où on peut atteindre des profondeurs de 6000 mètres. Sous la mer, comme sur la terre, tu retrouves des plaines, des collines, des montagnes. Il y a sous la mer de longues chaînes de volcans qu'on appelle les dorsales océaniques. Et la lave dans l'eau, elle peut pas brûler? Au sommet des volcans, il existe en fait d'immenses fissures qu'on appelle rifts. Et de ce rift sort la lave qui vient des profondeurs de la planète. Au contact de l'eau, la lave se solidifie et crée en permanence une nouvelle croûte. En fait, cette croûte pousse tout autour d'elle, très lentement. C'est comme ça que les continents se déplacent sur les océans. Mais alors les continents savent nager? Je pourrais m'en servir comme bateau, en fait. Tiens, voilà l'océan Atlantique. Et au fond de cet océan, il y a donc une très longue chaîne de volcans, une dorsale qui va du nord au sud. À certains endroits, on trouve aussi des fosses sous-marines. Oh non, on dit des faux sous-marins. C'est un sous-marin, donc si c'est faux, c'est un faux sous-marin parce que... Mais non, Whoops, je te parle de fosses, des trous, des ravins très profonds qui existent sous l'eau. Ces ravins sont les endroits les plus profonds qui existent. Par exemple, la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique fait 11 000 mètres de profondeur. Ça fait beaucoup, ça? Tu connais la montagne la plus haute sur cette planète? C'est l'Everest, 8848 mètres. Eh bien, la fosse des Mariannes, c'est un peu comme cette montagne à l'envers, mais encore plus grande. Mais je pourrais jamais plonger jusque-là. Mais si, Whoops. Un Français,
Le professeur Picard y est descendu en 1960 dans un sous-marin de son invention. Eh bien, ça devait durer des heures pour plonger aussi bas. J'espère qu'ils avaient prévu des réserves. Beaucoup de réserves, d'oxygène, évidemment. Mais non, des réserves pour manger. Tu me fais peur. Je vais vérifier dans la cuisine que tu as bien fait les courses. Allez, à la prochaine fois les habitants de la planète bleue. Est-ce que la mer est profonde? Plus tu t'éloignes du rivage, plus la mer est profonde. Et, par endroits, le fond de l'océan descend très bas dans ce qu'on appelle des fosses sous-marines. Ça va, Whoops? Adi, j'entends des bruits bizarres. Je crois savoir ce que tu entends. Ce sont des dauphins. Hein? Des dauphins? Mais on dirait presque qu'ils parlent. Il semble qu'ils possèdent une sorte de langage pour communiquer entre eux. Alors, ils parlent comme nous? Avec des phrases et des mots? Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas réussi à percer le mystère de ce langage. Et les scientifiques, ce sont les dauphinologues? Les delphinologues. En revanche, on sait que les dauphins émettent les sons avec leur évent, c'est-à-dire avec la narine qu'ils ont sur le haut de leur tête. Hein? Moi aussi, je peux parler avec mon nez. Pour comprendre ce que tu dis, il faudrait être whoopsologue. Les dauphins utilisent également les sons pour se repérer. Waouh! Eh oui, Whoops! Le dauphin pousse des petits cris brefs et émet des claquements secs. Ensuite, ces sons se transforment en ondes. Des ondes? Comme quand on jette un caillou à la surface de l'eau? Oui, le dauphin se repère grâce à l'écho. On appelle ce sens l'écholocation. C'est un peu comme les chauves-souris qui peuvent voir même dans le noir. Exactement. Mais, en plus, les dauphins émettent parfois des sons tellement forts qu'ils assomment leur proie. Et les baleines alors? On parle bien du chant des baleines, non? Tout à fait. Les baleines chantent. C'est un mélange de sifflements, de grincements, de ronflements, etc. Oh! C'est hyper bizarre! Chez les baleines, ce sont les mâles qui chantent, pour attirer les femelles ou pour marquer leur territoire. Et on peut savoir ce que les baleines se disent? Comme pour les dauphins, le langage des baleines reste encore mystérieux. Mais on sait qu'une famille de baleines répète toujours le même chant. Ce chant évolue un peu chaque année. Ça leur permet de se reconnaître. Hé, Adi, et si je te chantais une chanson, moi aussi, pour marquer mon territoire? Je m'appelle Whoops, et je suis un Whoops. Je crois que tu devrais t'entraîner un peu avant d'organiser un concert. En tout cas, on va t'entendre de très loin. Et encore plus loin que les baleines. Détrompe-toi, Whoops. On a découvert que les baleines arrivent à communiquer entre elles à des dizaines de kilomètres de distance. Oh là là! Il va falloir que je chante très 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 fort alors. Chut! Attends, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Hein? Tu crois que quelqu'un veut me prendre mes crèmes au chocolat? Qui sait? Ah! Ah! Au secours! Ah! Allez, à la prochaine, ami terrien. Est-ce que les mammifères marins parlent? Oui, les dauphins et les baleines utilisent une sorte de chant qui leur permet à la fois de communiquer entre eux et de se repérer dans le noir.